Bonjour à tous, je pense qu'on peut démarrer. Je suis Julien Char, cofondateur de cryptophilo.io, un organisme de formation, et aujourd'hui je suis ravi pour cette table ronde d'accueillir nos intervenants sur la thématique en fait des use cases et des use cases de la blockchain, de la formation, du recrutement au sens large, avec des profils très différents. Donc je propose à Vincent de démarrer. Ah non, Non, c'est Nicolas d'abord. Et voilà. Alors, moi, c'est Nicolas Ajas. Je viens de Bruxelles et je suis entrepreneur en fait j'ai une société en fait de services informatiques et on est spécialisé dans tout ce qui est accompagnement à la transition numérique de clients de taille moyenne et grosse société. Et justement, je suis là pour parler des difficultés de recruter des profils dans le secteur des technologies blockchain, puisque justement, j'ai un département spécialisé dans tout ce qui est identifier les use cases et les opportunités que permettent les technologies blockchain, principalement pour les sociétés. Voilà. Alors, Akli Lecoq, bonjour à toutes et à tous, cofondateur cryptophilo.io, donc organisme de formation, et également formateur et enquêteur au ministère de l'économie pour encore quelques temps. Voilà. Si vous avez des questions fiscalité, puisqu'on est dans la période, c'est lui qu'il faut aller voir après. Moi, je suis Nathan Jaron, je travaille pour Alira, l'école blockchain. Je suis conseiller formation pour Alira, donc j'accompagne les gens qui s'intéressent à l'école et à nos formations en les renseignant et en les conseillant sur le meilleur parcours en fonction de leurs objectifs et de leur bagage professionnel. Bonjour à tous, moi je suis Charles Kremer, donc je suis cofondateur et dirigeant d'Iniblock. On est une société éditeur de technologie pour le Web3, la blockchain et le Web3. Maintenant, on parle surtout de Web3 plutôt que de blockchain. Et puis également cofondateur et dirigeant d'un bootcamp Web3 MetaServe dont on va parler dans le cadre de cette table ronde. Bonjour, Vincent de Bruxelles. J'ai fondé la Art NFT Galerie dans un lieu central à Bruxelles, un lieu magnifique qui s'appelle Gare Maritime, Tour et Taxi. Et voilà, j'aide les artistes, les galeristes, les collectionneurs et les marques à s'embarquer vers le Web3 de manière fluide, agile et de manière complètement itérative. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de commencer directement avec des use cases. Je ne sais pas qui veut prendre la main. Peut-être Vincent, sur les use cases, galerie, NFT. Moi, je pense directement aux NFT. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres use cases? Alors, il faut savoir que ma société, qui s'appelle Artecom, pour art et communication, je l'ai créée en 96, comme on dit en France, en 96 en Belgique. Et donc, depuis que le digital existe, eh bien, j'ai toujours cru et eu cette vision que l'art et la com, ça fait bon ménage. Et donc, c'est ainsi que je suis passé par le Web 1, le Web 2 et maintenant en rebond Web 3. On se transforme en écosystème au service des acteurs du monde de l'art. Et on aide les artistes à se digitaliser, à s'augmenter, à s'exposer dans des métagaleries donc physiques et digitales, et à se NFTiser et à gérer leurs actifs et leurs collections en bon père de famille. Et puis, on cherche des solutions technologiques qu'on met en recette et on les apporte après aux galeristes. Parce qu'en fait, il faut savoir que les artistes et les galeristes, c'est de l'amour-haine. Ils ont besoin l'un de l'autre et ils ont beaucoup de difficultés à se rencontrer et à faire des choses en toute confiance ou avec bonheur et simplicité. Et donc, ce constat, c'est des artistes qui me l'ont ramené et je l'ai vérifié auprès de galeristes dans différents pays, la France, la Belgique, le Luxembourg, la Hollande, etc. Et donc, partant de ce point-là, eh bien, on s'est dit qu'il fallait trouver des solutions, les apporter aux galeristes,
et remettre du sens dans cet écosystème du monde de l'art. Notamment, bien faire comprendre aux galeristes que sans artistes, le contenant n'a pas de sens. Et ça, les galeristes l'ont un peu oublié. Ils sont en position de monopole, quasi-monopole, en position dominante, et c'est eux qui imposent leurs lois aux artistes. Et donc, avec une bande d'amis artistes, on a décidé de disrupter un peu ça et de remettre du sens et de remettre au cœur du réacteur le contenu, les artistes et leurs œuvres. Et puis après, d'embarquer les artistes, le contenant. Et puis évidemment, après, puisqu'on a une offre, une demande, on a des clients qu'on appelle les collectionneurs. Et les collectionneurs, après, tout est possible. Voilà. Merci. Charles, je crois que toi aussi, de ton côté, tu as quelques use cases à nous présenter. Oui, merci. Donc nous, globalement, on travaille avec nos clients pour essayer de valoriser les assets de nos clients. Donc valoriser ces assets digitaux pour leur permettre de créer des nouvelles sources de revenus. Parce qu'en fait, la grosse question qu'on se pose, enfin, collectivement, pas que nous, c'est finalement comment on arrive à créer du business, on va dire, sustainable au sens dans la durée pour les clients, basé sur le Web3. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites l'année passée. Il y a eu beaucoup de buzz, il y a eu beaucoup d'argent qui a été fait. Je ne suis pas persuadé que grande partie de cet argent-là, ce soit des choses qui soient pérennes dans le temps. Et donc, nous, la question qu'on essaie de se poser dans le cadre de la conception des technologies et dans le cadre de l'accompagnement de nos clients, c'est comment on est capable de leur apporter une source de revenus complémentaires pérennes grâce au Web3. Enfin, voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, du coup, grâce à nos technologies, c'est, et je vais prendre des exemples concrets pour illustrer, c'est permettre à nos clients le plus simplement possible d'émettre des NFT qui représentent des produits qu'ils pourraient distribuer en magasin. Et grâce aux bénéfices du Web3, de mieux engager les clients, dans une logique communautaire, qui sont aussi les bénéfices intrinsèques du Web3, et de leur fournir des expériences immersives. Donc on parle beaucoup de métaverse, évidemment, mais pas que. En fait, ce qui est intéressant justement dans le Web3, c'est toute l'expérience immersive qu'on va pouvoir trouver, que ce soit lié à la gamification, le métaverse, le gaming, etc. Je vais prendre un exemple concret sur lequel on travaille. C'est comment finalement valoriser un NFT qui représente son véhicule. Je pense que je ne sais pas combien dans la salle ont des véhicules, mais en tout cas, je pense que c'est des choses qui parlent à tout à chacun. Et donc l'idée, c'est de créer un NFT qui représente une sorte de digital twin du véhicule. Donc déjà, il y a un enjeu technique, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué de créer un NFT et surtout de gérer le cycle de vie du NFT du véhicule plutôt que de le faire sur un NFT qui représente un collectible de Kylian Mbappé. Pourquoi ? Parce que ce qui donne la valeur d'un NFT, ce sont les métadonnées. Ce n'est pas l'image en tant que telle, ce sont les métadonnées. Les métadonnées du véhicule, c'est des données qui évoluent, et qui non seulement qui évoluent, et puis d'autre part qui sont stockées dans plein d'endroits différents. Voilà. Alors que les métadonnées d'une carte Kylian Mbappé sur Sora, elles ne bougent pas vraiment, et elles sont dans les serveurs de Sora ou sur IPFS. Bref. Donc techniquement, il n'y a pas de sujet. Sur un véhicule, c'est beaucoup plus compliqué. Donc nous, on a développé une solution qui permet de faire ça. Et une fois qu'on a fait ça, après, on n'apporte pas forcément, au-delà d'apporter de la traçabilité sur les données, on n'apporte pas forcément de business complémentaire. En fait, c'est ça. Donc, il y a un enjeu technique qui en a été traité. Par contre, en soi, on n'a pas apporté de valeur. Et en fait, l'idée maintenant sur qu'on essaie de travailler, c'est comment le fait d'avoir le NFT qui représente ce véhicule nous permet d'apporter de la valeur grâce au Web3 qu'on ne peut pas avoir dans un contexte non Web3. Et typiquement, l'idée, c'est d'engager du coup le client final, parce qu'il a un NFT, il va rentrer dans un club lié à, par exemple, au constructeur du véhicule, il va être capable d'aller grâce à ce NFT, ça va être finalement un ticket d'entrée vers un métaverse dédié à une marque, etc. Et là, on va être capable, par exemple, d'adresser la génération Z qui est familière du métaverse et qui est familière du gaming, et dans une logique de gamification, du coup, de générer de revenus, parce que ces gamers, ils vont jouer, ils vont faire des quêtes de sandbox, et cet argent-là, ils vont le dépenser en magasin. Voilà. Donc c'est un exemple, il peut y en avoir plein d'autres. Et finalement, ce qu'on fait sur le véhicule, on peut l'appliquer à des produits beaucoup plus simples. Là, je pense que le digital twin, c'est un des sujets les plus complexes à adresser dans le cadre du Web3 en général, pour les raisons que j'ai évoquées. Et après, bien sûr, on peut l'appliquer sur des sujets beaucoup plus simples, qui sont des biens, un sac à main, ou des chaussures, ou tout ce que vous voulez. Voilà. Je pense que c'est le meilleur exemple que je voulais vous partager, qui illustre bien le potentiel dans le futur du Web3. Merci Charles. Sur les use cases, je ne sais pas si Akli, Nathan ou Nicolas, vous voulez rebondir ?
c'est moins votre domaine. Donc, c'est vous, on va rentrer justement parce que pour en arriver là, comment on fait justement au niveau des formations, au niveau du recrutement, en fait. Alors, peut-être que vous voulez rebondir plus là-dessus ou sur les use cases. Bon, je vais faire une espèce de transition. Je vais Très rester bien. je vais rester sur du use case, mais appliqué à la formation ou à de recrutement aussi. Nous, par exemple, chez Alira, on travaille avec BC Diploma et on enregistre en fait sur la blockchain une trace de l'émission des badges numériques qu'on remet à nos apprenants qui réussissent leur certification, de façon à ce qu'il y ait une trace enregistrée sur la blockchain de ce badge. Donc on peut l'authentifier. Il est bien authentique, puisque aujourd'hui il y a une vraie problématique au niveau des diplômes qui circulent aujourd'hui, et notamment sur les faux diplômes, et il y en a beaucoup. On ne se l'imagine pas, mais la proportion est assez énorme de faux diplômes. La blockchain peut permettre de répondre à ça en étant capable d'authentifier un diplôme, une certification, un badge, être capable de dire que c'est bien un vrai, il a bien été émis par tel organisme de formation et il a bien été remis à telle personne. Et on pourrait aussi parler des POAP, par exemple, que vous pouvez récupérer quand vous assistez à un événement. Donc là, on est plutôt sur une partie recrutement, parce que des recruteurs aujourd'hui, ça peut faire partie des choses qu'ils vont aller regarder. Est-ce que la personne est impliquée dans l'écosystème, participe à des événements? Et ça, vous êtes capable de le montrer, de le justifier, par exemple avec tous les POAP que vous récupérez lors des événements auxquels vous participez. Voilà, on peut faire le lien aussi avec de la DeFi, où il y a aujourd'hui des recrutements en DeFi qui se font sur la base de l'activité on-chain d'une personne. Akli? Bon, les use cases, forcément, moi j'en ai. Au niveau de ma société, les deux secteurs, je dirais, d'activité qui se développent bien, qui sont fort utilisés, c'est surtout éliminer les tiers de confiance. Donc, il y a pas mal de clients qui cherchent à faire des économies d'échelle. Vous imaginez pas, dans le secteur business, le nombre de tiers de confiance qui se prennent des marges entre vous et celui qui a réellement produit ce que vous allez consommer. C'est assez impressionnant. Et l'un des premiers use cases que nous-mêmes, on a mis en place, c'était avec le port d'Anvers. Et l'idée est très simple, hein, ils voulaient faciliter, fluidifier leur traçabilité, mais plus sous un angle big data. Donc, je ne sais pas comment l'expliquer, mais en gros, ils voulaient utiliser les technologies blockchain afin de suivre un certain nombre de produits clés, surtout ceux à haute valeur ajoutée. Pour vous donner un exemple, le dernier truc que j'ai vu passer, c'est un cheval qui a été transféré par avion, déposé dans un bateau, ramené je ne sais plus où, et ensuite... Il faut savoir, par exemple, un cheval, ça coûte une fortune. Son propriétaire veut savoir précisément où se trouve son bébé. C'est son animal de compagnie. Donc, ça peut prêter à confusion, voire à rigoler, mais il est sérieux et il est prêt à mettre l'argent sur la table pour s'assurer qu'il va bien, que la température ou les températures des différents outils utilisés pour le transporter, c'est agréable. Limite, il peut voir son animal et avoir un lien qui se met à jour automatiquement, il le veut. Tout ce genre de détails, en termes de traçabilité, la blockchain peut servir d'élément central permettant de localiser tout ça. Mais derrière, pour les sociétés, on pourrait faire ça avec une base de données centralisée, soyons honnêtes. La grosse valeur ajoutée de la technologie blockchain, c'est le fait qu'on peut aussi faire des analyses on-chain. Donc, pour le prestataire tel que le port d'Anvers, lui, son intérêt est différent. C'est d'analyser ces données avec les outils maintenant en place d'analyse des données on-chain et de pouvoir partager ça et benchmarker ce genre de technologie par rapport à d'autres ports, voir quel type de produit en général passe par où, etc. Et là, comme c'est un groupe qui a plusieurs ports, ça les intéresse de pouvoir faire ce genre d'analyse, de comparaison, de voir quel type de service ils devraient augmenter, parce qu'en général, ils se rendent compte qu'en termes de capacité, ils ne sont pas bien staffés, ce genre de choses, c'est assez intéressant. Et l'autre type de use case que nous, on a eu pas mal, c'est d'accompagner en fait, je veux dire, des entreprises à identifier comment elles pourraient utiliser les technologies blockchain pour optimiser leur processus interne.
Donc là, on parle plus, non pas de blockchain public tel que Ethereum, Solana ou autre. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans du business to business. On est surtout sur des technos, je dirais, enterprise blockchain et ce genre de choses. Où là, ben voilà, forcément, on essaie de voir comment implémenter les choses. De temps en temps, ce sont des technos hybrides qu'on propose. Ça dépend en fait du besoin des clients. Ou là, ben voilà, c'est du case by case, quoi, comme on dit. Merci. Alors moi, je suis modérateur, mais je vais apporter aussi un use case qui est lié d'ailleurs à la traçabilité sur les containers. Et notamment, il y a une entreprise qui fait de la traçabilité de containers pour savoir en fait sur l'embargo, sur des pays embargo, en fait, si le bateau s'arrête à tel endroit ou s'il y a un déchargement, en fait, ils sont capables de tracer et de voir si ça respecte en fait tout ce qui est KYC, AML, embargo en fait. Donc voilà, je voulais juste préciser ça. Maintenant qu'on a un peu placé le cadre, je dirais, est-ce que Nathan, tu pourrais nous donner un petit peu l'état du marché aujourd'hui, plus sur le recrutement, plus sur la formation, où on en est sur l'état actuel de l'emploi pour la blockchain? On est sur un marché du travail qui a d'énormes besoins. Je crois que Nicolas commençait à l'aborder tout à l'heure. C'est un marché du travail qui recrute fort. Il y a beaucoup de demandes et il n'y a pas assez de candidats en face. Et ça, c'est une réalité qui dure déjà depuis un certain temps et qui, pour l'instant, va durer encore parce qu'on a une logique à deux vitesses. L'écosystème se développe très vite. Les projets et entreprises déjà existantes continuent de se développer, plus tous les projets et entreprises qui voient le jour. Tout ça, ça génère une demande de recrutement, sans compter toutes les entreprises, on va dire, plus traditionnelles, des entreprises qui sont là depuis longtemps, qui n'ont pas forcément de lien direct avec la blockchain au départ, mais qui s'intéressent à ces sujets, qui veulent s'en emparer. Tout ça, ça génère une demande en recrutement et en face, la connaissance et la maîtrise de ces sujets-là dans le grand public ne progressent pas assez vite pour alimenter le marché du travail en profil. Donc quantitativement, il n'y a pas assez de monde et il y a en permanence des postes qui sont non pourvus. Donc ça veut dire que le marché du travail est en tension de ce point de vue-là. La ressource rare, ce sont les candidats. Donc ça veut dire que les entreprises doivent le prendre en compte. Donc elles sont plus enclines à être moins exigeantes sur leurs critères éventuellement. Ça va dépendre des postes. Il y a des postes pour lesquels elles ne vont pas avoir le choix. Mais il y a des entreprises qui vont être prêtes éventuellement à faire de la formation en interne sur certains sujets si un profil intéresse et correspond par ailleurs. Parce qu'il y a d'énormes besoins et il n'y a pas assez de compétences pour y répondre. Donc c'est aussi pour ça que Alira a été créé. Très bien. Et Nathan, toi qui as une vision un petit peu, parce que vous étiez les premiers avec Alira à lancer ce genre de formation, est-ce qu'il y a assez de formation aujourd'hui? Est-ce que qu'est-ce qu'il faudrait en fait pour justement trouver en face de chaque profil les bons candidats finalement? Alors, est-ce qu'il y a assez d'offres de formation? Non, je pense pas. Ça va continuer à se développer parce que justement, le besoin de formation est énorme. La demande en recrutement est importante, donc le besoin de formation est énorme. Et il est évident que ça ne se fera pas à quelques acteurs. Donc l'offre de formation va continuer à se développer, doit continuer à se développer. Et je pense que c'est aussi de la démocratisation en fait dont on a besoin. Il faut faire connaître aux gens ces nouveaux outils, ces nouvelles technologies, à quoi elles peuvent servir, les intérêts que ça peut avoir pour tout un chacun, personnellement ou professionnellement. Il faut faire savoir aux gens qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, ingénieur, d'avoir un profil technique pour travailler dans la blockchain, parce que ça, c'est un biais qui est très très courant. Nous, on le constate chez Alira à travers toutes les personnes qu'on accompagne pour
pour les choix de formation. Il y a beaucoup de gens qui ont cette vision-là, alors qu'ils ont des compétences à faire valoir et à mettre en valeur qui sont recherchées. Et des compétences très classiques, communication, marketing, commercial, juridique, RH, management. C'est des choses qu'on connaît tous, qui sont présentes dans toutes les entreprises. Et en fait, les entreprises de l'écosystème blockchain ne dérogent pas à ça. Elles ont aussi besoin de ces compétences-là. Donc évidemment, pour pouvoir travailler dans des entreprises de l'écosystème, il faut connaître l'écosystème, il faut le comprendre. On va évoluer professionnellement dedans. L'entreprise pour laquelle on va travailler évolue dedans. Mais si on prend l'exemple du marketing, ça reste du marketing, même si vous le faites dans l'écosystème blockchain. Et je cite souvent cet exemple-là aux gens avec qui j'ai des rendez-vous, mais il y a quelque temps, Meria, l'entreprise d'Owen Simonin, recherchait un responsable marketing. Si vous passiez sur l'offre d'emploi sur LinkedIn, c'était marqué responsable marketing. Si vous ne savez pas que Meria est une entreprise de l'écosystème blockchain et que vous faites une recherche emploi via le filtre marketing sur LinkedIn, vous allez tomber dessus. Et donc, dans ce genre de recrutement, ils vont chercher quelqu'un qui a des compétences en blockchain, qui a des compétences en marketing et qui a des compétences éventuellement en management, parce que responsable marketing, il y a potentiellement une équipe, un pôle à gérer. Et ça tombe pas du ciel. Il faut des compétences pour ça. Et mine de rien, il y a plein de gens qui les ont, ces compétences-là. Et il n'y a pas besoin d'être un grand technicien de la blockchain pour pouvoir faire ça. Merci Nathan. Akli, je crois que tu as créé... Ouais, en complément, en fait, sur la partie formation, tu parlais de BC Diploma, il y a en fait deux mondes peut-être un peu différents qui ne se parlent pas encore totalement. Le premier qui est celui des universités, des grandes écoles, des institutions centralisées, qui sont les autorités qui font que peut-être certaines ou certains, pourquoi pas même devenus président de la République, pourraient dire qu'ils ont eu un Master 2 en droit à la fac de Nanterre. Donc tout le monde peut essayer de tricher. Il y a ce monde-là qui décerne l'étiquette, qui décerne le crédit vérifiable. Et puis, il y a à côté un nouveau monde créé depuis 2009, depuis le premier bloc du Bitcoin, et qui a donné lieu à Ethereum derrière et à l'NFT, et qui nous permet de vérifier tous en commun sur un registre distribué que quelque chose a eu lieu avec une empreinte numérique et qui peut être un NFT ou autre. À l'heure actuelle, on a une harmonisation qui est en train de se faire, une normalisation avec le W3C et dans le cadre européen pour utiliser des registres distribués, mais dont les nœuds ne seraient pas ouverts à tout le monde. Donc, ce n'est pas vraiment une blockchain publique. Mais on ne peut pas avoir tout de suite les idéaux auxquels on croit. On est dans une période de transition dans laquelle en fait, on va probablement avoir des crédits vérifiables harmonisés au sein d'une blockchain européenne pour les diplômes et pas forcément BC Diploma sur un tableur centralisé qui est la BNB Chain, excusez-moi. Donc ça, c'est le monde de transition sur lequel on est sur la forme. Sur le fond, en fait, la blockchain, mais ça c'est le mot valise, mais globalement les technologies de registre distribué, parce qu'il y a plusieurs types, ça demande d'avoir des compétences diversifiées. En fait, c'est des profils. Moi, je crois beaucoup, c'est mon opinion personnelle. Si vous connaissez Jared Diamond, quand on est dans une société complexe avec un haut niveau d'énergie par personne, on peut avoir des profils très 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 spécialisés. Et en fait, on enferme les gens dans des silos. On a des très bons juristes, des très bons marketing, des très bons développeurs informatiques, et puis ça parle, et puis il n'y a pas de problème. Quand on n'est plus dans ce cadre-là, et qu'on a une descente énergétique, en fait, la société se décomplexifie, elle se simplifie. Quand elle se simplifie, on a moins de moyens, et les organisations, donc les universités, les entreprises, les créateurs d'entreprises, pourquoi pas même à 2-3, une bande d'amis, pour créer un projet, on a moins de moyens. Et quand on a moins de moyens, il faut éviter d'avoir des profils qui sont trop spécialisés. Et la blockchain en général demande d'avoir, en tout cas, pas d'être expert, mais d'avoir une appétence sur les aspects juridiques, sur les aspects un peu techniques quand même. En tout cas, ne pas être fâché avec l'informatique. Et d'avoir aussi des compétences sur la psychologie sociale, l'environnement, c'est quoi qui...
L'expérience utilisateur fait qu'un projet va réussir et pas un autre. Et pourtant, il y en avait un qui avait la meilleure technologie, mais il n'a pas marché. Donc, tous ces aspects croisés-là, en fait, c'est des aspects qui, de mon point de vue, ne sont pas assez mis en valeur quand on donne du savoir aux gens ou quand on essaie de transmettre des choses. C'est ce qu'on essaie de transmettre à cryptophilo.io, donc l'organisme de formation qu'on a cofondé avec Julien. L'idée, c'est d'avoir des compétences croisées comme ça à développer. Voilà ce que j'avais à dire. C'est ça, faire le lien avec le Web 2 et le Web 3. Charles, toi, tu nous disais en introduction que tu avais lancé un bootcamp. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, donc nous, on a lancé récemment, je me suis associé récemment avec Sébastien Borget de Sandbox, Michael Amar de Paris Blockchain Week pour lancer un bootcamp qu'on appelle MetaServe. Alors pourquoi on fait ça ? Parce que moi, depuis avant de pivoter sur la tech, on faisait du service, on accompagnait des clients. On travaille encore d'ailleurs beaucoup avec The Sandbox, où on a eu jusqu'à 5 personnes de notre équipe qui travaillent pour Sandbox. Et en fait, au début, c'est Sébastien Borget, j'ai rencontré Sébastien Borget, il m'a dit, voilà, je suis en train de scaler, j'ai besoin de beaucoup de personnes tout de suite, comment tu peux me les fournir, mais j'avais personne, en fait. Hein. Donc, et en fait, lui, il avait, par ailleurs, il avait des équipes qui lui coûtaient très cher et qui s'en allaient, en fait. Donc, il y avait un sujet qui encore plus à l'époque, peut-être plus que maintenant, où on était dans une situation marché peut-être un peu plus compliqué aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment c'était la folie. Et du coup, il y avait très peu de compétences, hein, comme tu l'as dit, et des compétences qui se monnayaient à des prix complètement fous, quoi. Donc, et donc, c'était pas du tout dans la culture ça l'est toujours pas d'ailleurs, de Sandbox, de payer une fortune et développeurs Web3, architectes Web3, etc. Blockchain. Et donc, du coup, là, il a fait appel à nous pour qu'on lui staffe des gens. Et ce qu'on a fait, on n'avait personne, on lui a mis quand même quelqu'un de notre équipe, et puis ensuite on lui a recruté, formé des gens, en fait. Et ça a très bien marché, en fait. Ça a très bien marché, et du coup on a vraiment acquis cette compétence de recruter des personnes du Web 2, des développeurs Web 2, et de le former au Web 3. Et donc toute cette expérience-là, on l'a capitalisée. Et du coup, c'est ça qui a donné lieu finalement à la création de MetaServe pour finalement répondre non plus à nos propres besoins, aux besoins de Sandbox ou à mes propres besoins pour ma société à moi, mais aux besoins de toutes les entreprises demain, celles qui sont en train de se créer aujourd'hui et qui vont se créer demain, et qui auront besoin de développeurs. Nous, notre créneau, il est vraiment un créneau de niche, c'est les développeurs seniors. On ne va pas former des juniors. On n'est pas une école, on est un bootcamp où on va former des développeurs seniors. Donc, on va aller chercher des développeurs seniors Web 2 et dans un temps le plus court, parce qu'ils sont seniors et parce qu'ils ont un background technique et des qualités humaines aussi qui sont liées à leur expérience, on va être capable de les former le plus rapidement possible sur le Web 3. Et aussi par rapport à tout ce que nous, on a capitalisé pendant plus de 2 ans. Donc, c'est ça qui a donné lieu à MetaServe, qu'on a lancé il y a quelques semaines. Et puis, voilà. Donc, on va démarrer ça maintenant. On va déployer ça, on va dire, tranquillement auprès de toutes les sociétés, que ce soit du Web3 et également les entreprises, parce que je terminerai là-dessus. Il y a également un vrai besoin, on le constate aussi, de rétention des collaborateurs. C'est qu'en fait, il y a besoin de former des collaborateurs, des développeurs Web3 pour toutes les boîtes qui se créent, mais il y a aussi il y a une grosse crainte pour les entreprises de perdre des collaborateurs parce qu'ils ont tous envie d'aller dans le Web3. Enfin, certains, tous. Il y en a qui veulent faire de l'IA, il y en a qui veulent faire du Web3, mais il y en a beaucoup qui veulent faire du Web3. Et finalement, aujourd'hui, les entreprises n'ont pas les moyens de les former. Techniquement. Alors, il n'y a pas que les sujets techniques, hein. Il y a les sujets marketing, il y a les sujets management, il y a plein d'autres sujets effectivement autour de la blockchain et Web3 qui nécessitent des compétences et des formations spécifiques. Moi, je parle bien de l'aspect technique. Et donc, nous, on va aussi proposer ça à des entreprises pour leur former leurs collaborateurs. C'est un moyen de les garder. Et puis aussi, ils ont pris conscience, ces entreprises-là, que de toute façon, ils auront aussi ces besoins-là en interne, des besoins de Web3. Donc, plutôt que de faire appel toujours à des agences, ils vont avoir besoin aussi d'internaliser les compétences. Et donc, plutôt que de recruter de nouvelles compétences, c'est mieux de former ses propres compétences et de garder ses compétences. Merci. Moi, ce que je remarque à cette table ronde, quand même, c'est que c'est très masculin. Nicolas ? Non. Non, je ne suis pas une demoiselle encore, mais il faut savoir que c'est bien que tu dises ça. Je remarque qu'effectivement, on a un peu trop tendance à privilégier la gente masculine dans ce secteur. C'était pas mon objectif d'en parler aujourd'hui, mais c'est un sujet que j'avais abordé il n'y a pas très longtemps sur Bruxelles. En fait, c'est à l'ULB, une université assez connue là-bas.
et où j'expliquais que j'étais embêté parce que l'audience qu'il y avait en face de moi sur la sensibilisation aux technologies blockchain était quasi exclusivement masculine. Il y avait 2 filles au total. J'avais demandé de lever les mains. Il y avait deux femmes dans l'audience. Je serais curieux aujourd'hui. Ah ouais, 2? Combien de femmes ici aujourd'hui? 1. Ah ben elle est partie, elle a fui. Voilà. Bravo. Franchement, en fait, bon, je trouve que c'est un peu de notre faute aussi, hein, les garçons là. Ça parle un peu trop technique pour rien, je trouve. Il y a énormément de compétences nécessaires sur les technologies blockchain. Moi, de mon côté, je ne suis pas vraiment spécialisé en formation. Je suis plutôt de l'autre côté, moi. Moi, j'embauche les gens et j'avoue que ma problématique numéro 1, c'est de trouver la bonne personne. Clairement. Et qu'est-ce qui manque du coup ça serait quoi en fait qu'est-ce qu'il faudrait comme Alors, je vais répondre sous 2 angles. Alors, le premier truc, c'est juste pour clôturer par rapport à l'axe féminin qui me touche. Donc, mesdames, 1, vous êtes plus que welcome. Et 2, il n'y a pas besoin que de technique. Donc, du coup, n'hésitez pas à diffuser autour de vous qu'il y a aussi des compétences, je pense que tu en as parlé tout à l'heure, il y a aussi des compétences managériales qui sont nécessaires. Il y a pas mal de compétences de coordination, certes, mais aussi un peu plus spécialisées dans tout ce qui est marketing et juridique, où il y a de plus en plus de besoins, puisque vous connaissez, vous entendez beaucoup parler de tout ce qui est réglementation sur ce secteur. Et vraiment, ce n'est pas évident à trouver. Et là, je pense que voilà, si les dames ne sont pas à l'aise sur le sujet technique pour devenir développeur blockchain, pourquoi pas. Et s'il y a des développeuses, elles vont s'arracher, tout simplement. Elles vont parce qu'elles sont vraiment recherchées. Elles ont d'autres soft skills, souvent plus différentes des hommes. Désolé, messieurs, mais c'est vrai. Et du coup, l'approche est différente. Et c'est vrai que c'est recherché aussi dans des sociétés comme la mienne, qui fournit des services à des clients. Donc, du coup, qui aiment bien avoir un panel de personnes en face d'eux. Et pour parler des sujets qui bloquent par rapport au recrutement, les 2 principales difficultés sont en fait la masse de personnes formées est relativement faible par rapport à la quantité d'entreprises qui recrutent. Donc la fameuse équation de l'offre et la demande est en déséquilibre. Ce qui crée le deuxième problème, c'est que le coût, du coup les salaires sont clairement élevés. Il ne faut pas oublier que là, on est vraiment sur un secteur qui est mondialisé. Donc, on n'est pas en concurrence qu'avec le système français. Il y a déjà le système européen en entier qu'on peut considérer comme étant un concurrent, puisque même chez moi, j'ai plus de personnes qui viennent de l'étranger, en tout cas de l'Europe, que de Belgique même. Donc, juste pour vous donner un exemple. Et j'hésite pas à aller en dehors. Donc, je suis allé chercher des Marocaines, je suis allé chercher un Ukrainien. Bref, j'ai profité de toutes les opportunités que je pouvais pour recruter les bonnes personnes. Et parmi tes profils, c'est exclusivement des développeurs ou ça peut être aussi de la gestion de projet, du marketing, comme on l'a mentionné, ou d'autres fonctions en fait? Alors, les 2 fonctions les plus difficiles à trouver de mon côté et qui sont les plus demandées sur mes clients, ce sont les développeurs, mais pas forcément. En tout cas, on ne recherche plus trop de développeurs juniors en tant que tels. Il y a beaucoup de recherches, soit d'un couple développeur junior avec une sorte d'architecte au-dessus d'eux pour les épauler, les encadrer et assurer une certaine structure dans le design de ce qui est proposé aux clients en termes de solutions. Ou directement une équipe staffée de développeurs seniors qui sont capables un peu de s'autogérer et de faire avancer les choses. C'est souvent les 2 modèles d'organisation de projet qui se mettent en place. Autour de ça, l'équipe type, en plus des développeurs, a besoin de quelqu'un ayant des compétences un peu l'équivalent d'un business analyst, avec une forte sensibilisation aux technologies blockchain pour être capable de traduire ses besoins en réalité implémentable par les développeurs, parce que si on n'a pas cette compétence, cette connaissance en tout cas des technologies blockchain, lorsque quelqu'un vous dit je sais pas, voici la façon dont mon métier fonctionne, vous ne saurez pas identifier les use cases qui sont intéressants pour elle, et du coup vous ne saurez pas traduire ces use cases aux développeurs.
Et le dernier maillon fort, c'est lorsque le projet est d'une certaine importance, il y a un chef de projet qui est aussi staffé. Alors là, c'est encore plus difficile à trouver. Je pense qu'on en trouve très, très peu sur le marché. Du coup, moi, je les forme, tout simplement. Je prends des chefs de projet, en général chevronnés, que Chef de je projet forme. Web 2, du coup. Ouais, Ok. clairement. Et toi, Vincent, aussi, est-ce que tu as des difficultés pour trouver des profils particuliers? Mais en fait, on convertit les profils. Donc, et on a comme vocation, comme mission, par la pratique de l'art et de la com, de former les gens et en vulgarisant un maximum les choses. Parce que si ce n'est pas accessible, effectivement, on passe à côté de l'inclusion grâce à la technologie blockchain. Et l'inclusion est très importante, qu'elle soit de la gente féminine, l'inclusion de tout type de profil social. Donc d'abord apprendre des compétences, de l'expérience, parce qu'il y a les compétences et l'expérience, ce qu'on appelle les soft skills. Tout ça, ça s'apprend par la pratique. Et une fois qu'on a compris par sa propre collection un projet, on peut juste scaler après et effectivement se mettre sur le marché disponible avec une expérience. Et ça, c'est la vision de notre écosystème. C'est vraiment par des choses que les gens comprennent, comme l'art, la communication, à travers un projet, éventuellement avec une marque, c'est de les embarquer de manière fluide et avec un discours au ras des pâquerettes, vraiment accessible, où on n'a pas besoin d'être expert, ingénieur des mines, ou comme on dit en France, je ne sais pas, qui effectivement est compliqué à recruter, à trouver, parce que toute denrée rare, on arrive dans ces situations-là, où l'offre et la demande ne sont pas en adéquation. Et le but, c'est vraiment d'équilibrer cette offre et cette demande. Très bien, merci. Charles, moi j'ai compris de ton côté, c'est plutôt des développeurs que tu formes finalement. C'est pas. Est-ce qu'il y a des responsables de projet aussi Alors nous, pour nos propres besoins, nous on recrute des chefs de projet. Et puis je suis assez d'accord de manière générale. Moi, j'ai jamais été chercher j'ai jamais été recruter des personnes, que ce soit technique ou non technique, Web3 ou blockchain. Pourquoi? Parce que déjà ça coûte très cher. Et puis en fait, ça coûte beaucoup moins cher de recruter quelqu'un qui a une très bonne expérience project management, technique ou marketing, et de le former en fait. Surtout quand on a de soi-même l'expérience en fait. Donc, et parce qu'en fait, c'est pris sur le marché, ça correspond justement à une déconnexion complète entre l'offre et la demande. Et donc en fait, on s'est toujours méfié de ça, et voilà, et que ce soit pour nous, pour mes clients, moi j'invite à se méfier. Je dis pas que les gens sont pas compétents, je dis que c'est extrêmement cher par rapport à la compétence qui a été développée. Je mets de côté peut-être quelques experts évidemment, mais d'une manière générale, faut mieux, ça coûte beaucoup moins. Surtout quand on a une vision. Quand on a une vision long terme, en fait, de créer quelque chose, pas justement faire une collection NFT pour faire du buzz, etc. Mais construire une équipe et bâtir un projet sur le long terme, il vaut mieux, je pense, faire recruter des gens qui ont un vrai background, tant d'un point de vue soft skills que des compétences vraiment management ou technique, et puis les former, quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps. Parce que je pense que c'est beaucoup plus pérenne sur le long terme. Très bien. Akli, toi, voilà, je voulais te faire intervenir plus. Enfin, vas-y, interviens. Sur la vision à long terme, justement, pour les organisations. Donc, ça peut être des organisations privées, des entreprises, des associations. Ça peut être aussi des administrations qui ont besoin de, pourquoi pas, améliorer leurs process qui sont quasiment aussi lents que ceux des multinationales, avec quasiment autant de bureaucratie horrible. L'idée, c'est pour cette vision à long terme, d'avoir justement, je répète, une vision pluridisciplinaire. Typiquement, quand on est sur un projet où on va essayer de créer un jeton sur Ethereum, techniquement, si on n'a pas la compétence, comme on l'a dit, on peut trouver une compétence en externe. On peut prendre un développeur Web 2 et le faire monter en gamme Web 3. On peut aussi se documenter sur Ethereum France et regarder un copier-coller pour créer le jeton. Mais ça n'aide pas sur les tokenomics, sur la vision de long terme, sur le secteur économique auquel on va s'attaquer. Est-ce que le nombre d'unités, la masse monétaire, tout ça, ça sera bien designé par rapport à ce qu'on veut faire? Quelle sera l'expérience utilisateur du client auquel le projet est destiné? Toutes ces étapes-là font appel à des disciplines à chaque fois différentes. Donc en fait, on pourrait se dire, au final, on est sur une industrie qui, je parle vraiment en connaissance utilisateur de base Linux depuis 20 ans.
on est sur le prolongement d'une philosophie de l'Internet et des logiciels libres, avec une application à la valeur, et ça a donné les crypto-monnaies avec Bitcoin et les autres cryptos. Mais en fait, cette ouverture-là, elle doit aussi se retranscrire en termes de savoir et en termes de pluridisciplinarité. On pourrait se dire tout est ouvert, au final, la connaissance est accessible. Il y a des vidéos YouTube, il y a même, pourquoi pas, même des petites stories de 2 minutes sur TikTok. Pourquoi pas, hein, chacun apprendre. Il y a aussi des décalages de génération dans la manière d'apprendre. On peut trouver la connaissance. La connaissance, elle est réplicable, elle est accessible, elle est ouverte. Par contre, ce qui n'est pas accessible, réplicable et facilement, peut être ouvert, mais c'est l'approche, le mindset, entre guillemets, la manière d'apprendre, en fait. Typiquement, j'aime bien faire ce petit rappel, mais quand on dit les informations, j'ai suivi les informations au pluriel, c'est un processus passif où en fait on absorbe comme ça. Alors avant c'était la télé, maintenant ça va peut-être être des vidéos YouTube à la série avec l'algo qui nous renvoie de vidéo en vidéo, mais c'est un processus passif. Et quand on est au singulier, l'information, c'est un processus actif. Et en fait, c'est à nous d'aller chercher et de savoir ce dont on a besoin, en fait. Et ça, c'est un mindset. Et du coup, l'approche, ça, c'est quelque chose qui a de la valeur. L'approche, quelle approche je dois avoir pour me former? De mon point de vue, c'est l'idée qui est une idée d'avenir, en fait. Voilà. Merci. C'est de la métaconnaissance, en fait. On apprend aux gens à apprendre. Très très bien. C'est vrai, on peut trouver l'information sur Internet, sur tous les flux, mais Akli, juste quand même, tu dis qu'on peut trouver toute l'information, mais ta formation, toi, qu'est-ce qu'elle rapporte en plus? Rapidement. On a évidemment l'aspect juridique, comptable, fiscal, mais on a une notoriété sur ça, mais c'est pas encore une fois, c'est le faire mettre en plusieurs ingrédients les uns avec les autres, et pour avoir une vision un peu globale des choses. Pas que les affaires de régulation et juridique, mais par exemple sur la technique pure, on parlait de Binance Smart Chain. Pourquoi on a du volume aujourd'hui sur un tableur centralisé comme Binance? Pareil, c'est le mindset, c'est la psychologie sociale. Peut-être que les gens, et ça malheureusement en parlant des développeurs informatiques, ils nous le disent, la privacy, les gens ils s'en moquent en fait. Au final, ils veulent que ça marche et qu'il n'y ait pas beaucoup de frais. Donc en fait, ces choses-là, c'est d'autres disciplines qu'on doit avoir à l'esprit quand on forme des gens ou quand on discute avec des gens qui ont des projets en fait. Et l'idée, c'est justement de marier un peu tous les aspects. Ouais, merci. Je voulais rebondir. Je voulais partager aussi un petit retour d'expérience aussi, pour rebondir sur ce qu'a dit. Nous, on a perdu un de nos développeurs qui a été recruté à vide prix. Je ne vais pas dévoiler le montant, mais c'est plusieurs centaines de milliers d'euros annuels de salaire. Donc des choses complètement dingues en fait. Hein. Donc et ben en fait, on l'a remplacé en 2 mois et on l'a remplacé. J'ai pas envie de dire que j'étais content, que je vais pas dire que c'est non plus que j'étais content qu'il parte et que ça me faisait rien et que c'était pas une ressource critique, mais en fait, on a trouvé quelqu'un sur le marché qui était d'un tarif du marché, qui n'était pas du tout Web3. On a été le recruter et puis aujourd'hui, on l'a remplacé. Et je peux dire qu'après quelques mois, finalement, on a complètement comblé son départ. En fait, tout ça pour dire quoi? C'est qu'en fait, l'important, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se font des montagnes en fait de ce que c'est de développer des compétences Web3, c'est pas pour moi, c'est super compliqué, etc. Et en fait, c'est une question d'abord d'état d'esprit en fait, effectivement, avoir envie d'apprendre et nous, on a cette capacité à avoir appris quels sont les soft skills qui permettent de devenir bon rapidement. Voilà, parce que finalement tout ce qu'on a capitalisé, c'est ça en fait. Après les cours, il y a 2 choses qu'on capitalise, c'est vraiment des projets concrets qu'on a pu faire pendant les années. Et finalement les compétences soft skills qui sont nécessaires pour monter vite en compétences. Voilà, sur la partie technique. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est avoir des gens qui ont soif d'apprendre, qui ont une appétence sur le Web3, qui aussi ont une capacité de se débrouiller par eux-mêmes. Ils vont très vite en compétences en fait. Et voilà. Après, il y a d'autres sujets qu'on doit vérifier, c'est aussi le fait que ce soit des personnes qui ont une certaine stabilité dans l'entreprise, parce qu'on n'est pas là pour recruter des mercenaires. Après, c'est normal qu'au bout d'un certain nombre de mois, d'années, il y ait des gens qui évoluent. Hein. Je ne dis pas que la personne qui a quitté l'entreprise est un mercenaire, pas du tout, parce qu'elle est restée 3 ans, c'est normal d'évoluer. Mais voilà, je pense que c'est ça qui est important, c'est d'avoir des bonnes qualités humaines pour apprendre par soi-même. Et si on n'est pas sur des sujets non plus extrêmement compliqués, on n'est pas en train de développer des réseaux neuronaux d'OpenAI. Donc je pense vraiment sortir de
peut-être de cette illusion de penser que tout est extrêmement compliqué. On peut devenir un très bon développeur Web3 dès lors qu'on est un très bon développeur Web2 assez facilement. Et puis après, l'autre chose importante qui est difficilement aussi remplaçable, c'est l'expérience en fait. Et donc du coup, nous, ce qu'on apporte à travers tout ce les projets qu'on a pu faire chez nous et Sandbox, c'est cette expérience. En fait, c'est qu'on peut voir plein de choses accessibles dans la littérature. Par contre, il n'y a rien c'est pas ChatGPT qui va remplacer l'expérience en fait, humaine. Et c'est ça qu'on peut apporter aussi rapidement. Donc c'est le cadre dans lequel on met les gens pour leur apporter rapidement l'expérience. Mais ça faut aussi que ça vienne d'eux parce qu'il faut qu'ils aient aussi les bonnes soft skills pour apprendre par eux-mêmes. Voilà. Très clair. Il nous reste peu de temps pour conclure. Je pense qu'on est. Qu'est-ce que vous voulez dire pour conclure sur cette belle table ronde? Allez, apparemment, c'est pour moi. En fait, moi, je suis surtout venu pour passer un message simple. C'est ceux qui se posent la question, oui ou non, est-ce intéressant de se lancer sur les technologies Web3? Je ne peux que vous dire oui à 100%. Est-ce comme on aurait pu le penser il y a 2-3 ans, un secteur qui est là de façon temporaire et qui va probablement disparaître au fur et à mesure où le Bitcoin se rapproche d'un zéro hypothétique? Rien à voir. La technologie doit être totalement dissociée de l'une de ses utilisations, qui est l'implémentation de crypto. Mais croyez-moi, il y a des utilisations de dingue, qu'aujourd'hui, il y a des vrais gens, des vrais clients concrets qui souhaiteraient utiliser ces technologies pour toute autre chose que des crypto-monnaies. Et il y a un boulot de fou. Donc, il y a du travail. Ceux qui se posent des questions là-dedans, franchement, lancez-vous. Et il n'y a pas que des développeurs recherchés. Il y a pas mal de compétences et les personnes avec, en tout cas, des skills multiples, donc qui ne sont pas que des développeurs, qui sont capables aussi de faire un peu d'analyse, un peu d'architecture, un petit peu de coordination. Croyez-moi que c'est vous qui allez vous démarquer largement des autres, puisque pas mal de startups ou de départements blockchain naissants, même chez des Google que je connais bien sur Bruxelles, en tout cas en Belgique, ils recherchent des gens justement multidisciplinaires comme ça, parce que c'est des départements jeunes, neufs. Il faut vous rendre compte que la plupart des sociétés établies aujourd'hui, qui ont peut-être 50, voire 100 ans, si je prends l'exemple d'une banque qui vient de créer un département blockchain, ils ne savent même pas ce que c'est. Pour eux, c'est un buzzword. Et c'est un directeur de service informatique qui un jour s'est réveillé et s'est dit, je ne peux pas rater ce train. Et il faut au moins que je sache si réellement je rate quelque chose. Et donc, il s'est fait entourer. Des sociétés comme moi sont venues pour lui proposer un certain nombre de use cases possibles dans la banque. Et aujourd'hui, il a créé ce département pour voir quelques proof of concept, donc d'époque, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais bref, et évaluer la faisabilité de l'utilisation de ces technologies en interne. Du coup, voilà, retenez bien que c'est un secteur qui va vraiment de plus en plus marcher. Juste si je peux permettre un conseil, je ne suis pas encore un vieux sage, mais j'espère. Peut-être commencer par, ça fonctionne par couche. Donc, commencer par la toute première couche qui est l'infrastructure. L'infrastructure, c'est le matériel, notamment l'ordinateur de base. Commencez par installer Linux pour ceux qui sont encore sous Windows ou Mac. Vous ferez partie du 1% de la population qui défend un certain nombre de valeurs d'ouverture, de logiciels libres, etc. Vous serez minoritaire, mais vous apprendrez énormément de choses. Et vous aurez la couche de base pour ensuite aller sur les usages libres et ouverts, mais appliqués à la monnaie et aux contrats intelligents et aux NFT, etc., etc. Ça aide beaucoup d'être d'abord sur Linux quand on découvre les cryptos. Alors moi, je dirais que toutes les compétences comptent et donc l'intégralité d'un profil et d'une personnalité compte. On va rebondir encore sur le fait qu'il n'y a pas que de la technique. Et juste rebondir aussi sur ce que Nicolas disait tout à l'heure sur qu'est-ce qui peut éventuellement manquer. Je pense qu'il y a aussi une méconnaissance ou en tout cas une difficulté à accéder à de l'information sur le marché de l'emploi blockchain. Qui recrute ? Quelles compétences sont recherchées ? Comment les entreprises recrutent ? Par exemple, beaucoup de gens se dirigent vers la traditionnelle publication d'une annonce d'offre d'emploi. Ça, dans l'écosystème blockchain, ça représente entre un tiers et la moitié, grand max,
des recrutements. Le reste, c'est du recrutement caché par des communautés professionnelles, des réseaux professionnels, parce que les boîtes vont directement à la source, là où elles savent qu'elles ont le plus de chances de trouver des profils pertinents, qui savent de quoi ils parlent. Et ça veut dire que si vous n'êtes pas au bon endroit, il y a plein de choses qui vous passent sous le nez. Je pense par exemple à la communauté d'Alira. On a sur notre serveur Discord un salon spécifique pour ça. La quasi-totalité des opportunités qui passent sur ce channel, c'est un simple message. Voilà, je recrute, j'ai besoin de tel profil. Si vous êtes intéressé, contactez-moi à telle adresse mail. Pas de lien vers une annonce publiée, même pas de PDF qui détaille la mission, les compétences attendues, etc. Oui, ça c'est vrai aussi. C'est vrai aussi, mais c'est vrai pour les annonces classiques aussi. Donc ça, c'est de l'informel pur. Voilà, c'est du caché, c'est la partie, c'est la partie immergée de l'iceberg qu'on ne voit pas si on n'est pas aux bons endroits. Et ça, mine de rien, même pour les gens qui ont déjà commencé à envisager une application professionnelle, le fait de travailler dans l'écosystème blockchain, donc qui déjà dans le mindset ont parcouru un certain chemin. Il y a aussi encore des points bloquants à ce niveau-là. En fait, accéder à ce type d'information, mine de rien, aujourd'hui, c'est pas encore si facile que ça. Et donc, il y a aussi besoin d'amener toutes ces infos-là aux gens. Les compétences en fait Web3 blockchain, je pense que c'est des choses qui sont en train de se construire. En fait, c'est ça, je pense qu'il faut bien comprendre ça. C'est il y a plein de choses qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 6 mois, il y a 1 an. Donc faut tout ça pour dire qu'il y a plein de choses à construire, il y a plein de compétences à construire, que ce soit technique, que ce soit marketing, etc. Et je pense qu'il faut d'abord essayer de comprendre finalement, c'est que ce que change la blockchain, le Web3, d'un point de vue du système, d'un point de vue de la culture, d'un point de vue de valeur, et commencer à comprendre ça. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une tendance de fond qui est déjà présente et qui va bouleverser pas mal de choses, et à commencer par toutes les compétences. Donc il y a des choses qui sont des acquis qui sont extrêmement importantes pour monter en compétences dans l'univers Web3, donc des bonnes compétences tech, marketing, project management, mais faire du marketing en Web3, c'est pas la même chose que de faire du marketing Web2. Et donc il ne faut pas non plus se dire qu'on va apprendre ce que c'est quelque part dans une formation le marketing Web3. En fait, on n'apprend pas ça dans la littérature tout simplement parce que ça n'existe pas. Et en fait, on apprend ça en faisant, et on apprend encore mieux quand on comprend finalement les codes du Web3 en termes de changement culturel, en termes de changement, les valeurs, etc. Voilà, je pense que c'est ça que je voulais partager. Alors, je vais essayer de synthétiser ça en quelques verbes d'action. Donc, effectivement, s'acculturer. Tu parlais de culture, c'est de s'informer et de partager. Partager avec des réseaux et puis de pratiquer. Même sans avoir une grande ambition d'abord, c'est déjà de se rassurer soi-même que on peut y arriver, la compétence est là, elle grandit en nous petit à petit, d'expérience en expérience, et ça c'est le chemin itératif de projet en projet. Il ne faut pas avoir peur d'y aller, de s'associer, de rentrer en partenariat, et surtout quand on comprend comment on fait un chouette smart contract, eh bien on peut tout de suite mettre en place le contrat qui auto-alimente son wallet par des fragments de tokens, par des services rendus, et au fur et à mesure que les compétences grandissent. Et donc ça c'est le chemin à parcourir, et alors effectivement c'est participer et se nourrir de la vision des autres, et ça rejoint l'esprit de l'open source et du monde libre, le partage et la transparence. Voilà. J'ai essayé de résumer un peu tout ça. Parfait. Merci beaucoup. Des questions ? C'est vrai que j'ai pas demandé si vous aviez des questions. Ah bah il y a plein de questions en plus. Hop. Oui, j'avais une question. Du coup, quelle est la place des développeurs juniors et quelle approche ils doivent avoir pour entrer dans une boîte Web3 et ou avoir un mentor en fait dans le monde du Web3 ?
Donc Dev Junior Web 3, on est d'accord? Déjà, c'est d'avoir des choses à présenter en termes de projet. Donc faire des choses par soi-même. En formation, nous par exemple, c'est ce qu'on leur fait faire. Ils vont avoir des projets à faire. Et à la fin, ils sortent et ils ont un GitHub qui est déjà alimenté, avec lequel ils peuvent montrer voilà, ce que j'ai pu réaliser en formation. Donc ça, ça peut se faire soi-même aussi. Et c'est souvent déterminant. Sur du recrutement de développeurs, le GitHub, c'est quasi un passage obligé. Du coup, le GitHub en matière de dev web 2, il va compter aussi. Parce que Charles en a parlé, des gens qui ont un bagage en dev web 2, c'est pareil, ça fait une différence sur un recrutement. Parce que les entreprises savent très bien qu'aujourd'hui, la plupart des profils vont être des juniors en matière d'expérience professionnelle blockchain. Elles le savent très bien, on en a parlé, les conditions du marché de l'emploi font que la plupart des profils vont être juniors. Par contre, il y a des profils qui sont loin d'être juniors sur du dev web 2, et ça aussi, ça peut faire une grosse différence. Ça rejoint un petit peu ce que je disais au début sur les pop-up d'événements ou l'activité on-chain que certains recruteurs regardent. Là, c'est pareil, en fait, ça montre un certain parcours, une certaine pratique. Ça révèle aussi le niveau de la personne, ce qu'elle est capable de faire. Et c'est assez déterminant. Puis bon, après, être présent sur des communautés, des réseaux, faire savoir en fait qu'on a cet intérêt professionnel pour l'écosystème. Quelque chose de tout bête pour commencer, ça peut être LinkedIn. Il y a une vraie communauté professionnelle Web3 sur LinkedIn, et c'est une communauté qui est encore petite. Donc ça peut aller vite en fait de se faire remarquer. Donc simplement d'être actif sur ces sujets-là sur LinkedIn, de montrer son intérêt et donc d'être identifié comme une personne qui a un intérêt professionnel pour ça et qui a déjà des choses à faire valoir, ça peut aider et accélérer les choses. Alors je rajouterai juste, et je vais faire court, pour moi, un bon développeur Web3, c'est avant tout un bon développeur logiciel. Donc, c'est mon avis personnel, hein. Donc, être junior développeur Web3 uniquement sans avoir un bagage technique logiciel, moi j'ai du mal à croire. Je pense que demain, et à plus forte raison demain, parce qu'on va être sur des projets d'adoption du Web3 par les entreprises, etc., des projets on va dire d'envergure, et y compris, j'ai envie de dire, y compris pour des projets à un moment purement des blockchain, DeFi, etc., les très bons développeurs demain, ils ont un bagage technique de logiciel en fait très fort. Voilà. Et je pense que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il ne faut pas se dire le Web3 c'est quelque chose de complètement nouveau, complètement déconnecté des stacks techniques de base, pas du tout en fait. Hein. Donc après il y a des stacks techniques qui sont adaptés au Web3, hein, donc le JavaScript, Node.js, etc. Voilà, je pense que c'est d'abord ça qu'il faut développer comme compétence. Si vous êtes junior tout court, il faut d'abord développer des compétences de base en développement logiciel avant de devenir ensuite très bon sur tout ce qui est Web3. Je pense que c'est ça qui, en tout cas pour moi, une garantie pour devenir un très bon développeur Web3 demain. Et pour conclure, moi je dirais que le Web 3, c'est pas plus et pas moins que du Web 2 plus 1. Donc l'itération n'est que de une unité, et que ce petit pas, cette petite itération, eh bien, ça met en confiance, c'est pas une montagne à escalader. Et ça, c'est l'état d'esprit qu'il faut acquérir. Pour rejoindre ce que disaient Charles et Vincent, chez Alira, pour notre formation développeur, on demande des prérequis en développement web. Alors sur ce que tu disais, effectivement, JavaScript, Node.js, etc. Donc effectivement, on les forme pas à partir de zéro, parce que c'est pas possible, et parce que, comme tu disais, Vincent, c'est beaucoup plus du 2 plus 1. Il y a besoin de cette couche web 2.
avant de pouvoir faire une formation en développement blockchain. Donc effectivement, il faut avoir les deux. Merci, bonjour. Je voudrais poser la question du non-développeur. Si on n'est pas informaticien, qu'on n'est pas développeur et qu'on ne cherche pas à se faire recruter, mais qu'on travaille dans ce secteur, moi je suis avocat, mais des experts comptables, il y a plein de gens qui ont une clientèle dans ce secteur. Est-ce que ça a un sens et est-ce que les écoles qui sont présentes fournissent une formation qui permet d'avoir une sorte de certification pour permettre aux gens qui travaillent avec nous de savoir qu'on maîtrise notre sujet? Est-ce que c'est pensé? Est-ce que ça sert à quelque chose? Justement, cryptophilo.io, l'idée c'était de fournir des blocs fondamentaux. Un sur les fondamentaux techniques, qui s'appelle Fondation. Un autre sur toutes les normes qui font un petit peu mal au crâne quand on ne connaît pas la comptabilité, la fiscalité, le droit, les agréments, etc. Et à partir de ces blocs, après, une troisième formation qui est un peu plus large et qui est centrée sur la transformation des organisations, l'innovation, bâtir un projet, etc. Et notamment la première formation Fondation, on part précisément justement de l'Internet, les suites de protocoles qui ont donné Internet, l'informatique ouverte, libre, et ensuite on arrive progressivement sur les technologies de registre distribués qui ensuite sont devenues en cas d'application avec le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc on fournit ce socle très solide, mais qui ne fait pas de vous un développeur, mais qui fait de vous quelqu'un qui maîtrise davantage que beaucoup de gens qui se disent consultants, experts, gourous, crypto. Voilà. Pour rajouter quelque chose sur cryptophilo.io, c'est exactement le positionnement en fait. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas forcément des développeurs, ce n'est pas notre activité. On veut vraiment se positionner en B2B, sur de la formation, sur des fondamentaux, sur tout ce qui est réglementaire, juridique, et sur tout ce qui est cas pratique justement dans les entreprises, c'est-à-dire comment les entreprises font pour s'acculturer en fait de ce nouveau monde. Quand il y a une équipe marketing qui dit ouais c'est génial, j'ai un projet, comment ça marche dans l'entreprise en fait pour faire comprendre et conscience que les gens prennent conscience en fait du nouveau projet. Ensuite, pour en revenir sur la certification, parce que c'est ça qui est très important également. Nous, notre formation, on cherche à la fin à avoir une certification qui sera reconnue en fait au sein de l'écosystème et au sein globalement de la communauté. Chez Alira, on a également un parcours qui répond aussi à ces besoins-là. Et vous avez d'ailleurs une avocate qui a suivi ce parcours qui est présente aujourd'hui. Voilà, si vous voulez échanger avec elle, ça fait partie des types de profils effectivement qui suivent ce parcours. Typiquement des parcours, des profils juridiques qui veulent maîtriser le sujet pour pouvoir derrière accompagner des clients. On arrête peut-être là et puis on se retrouve pour discuter tous ensemble. Merci beaucoup.